L'égalité. Peu de mots dans le lexique politique moderne portent une charge émotionnelle et morale aussi puissante. Évoquée comme un idéal universel, une boussole guidant le progrès social, elle semble incarner l'aspiration la plus noble de l'humanité, la reconnaissance de la valeur intrinsèque de chaque individu. Pourtant, sous le vernis de cette aspiration apparemment incontestable, se cache une tension fondamentale, une ambiguïté qui fissure le consensus et alimente des débats aussi anciens que la philosophie politique elle-même. Car de quelle égalité parlons-nous ? S'agit-il de l'égalité fondamentale devant la loi, pilier des sociétés libres qui garantit à chacun les mêmes droits et protections, indépendamment de ses origines ou de ses caractéristiques personnelles? Ou bien s'agit-il d'une toute autre bête, plus insidieuse et potentiellement plus dévorante, l'égalité des résultats, l'utopie d'un monde où les différences de conditions, de succès et de réalisation seraient systématiquement aplanies, voire éliminées, au nom d'une justice sociale redéfinie? C'est cette seconde vision, souvent portée par des courants progressistes et égalitaristes radicaux, qui fait l'objet d'une critique conservatrice acerbe, la dépeignant non pas comme l'aboutissement de la justice, mais comme une pente glissante vers une forme de tyrannie douce, un nivellement radical, qui menacerait les fondements mêmes de la liberté individuelle, de l'excellence humaine et de l'ordre naturel foisonnant de la diversité. Cette critique, loin d'être une simple réaction passéiste, puise dans une analyse profonde des mécanismes sociaux, psychologiques et historiques, suggérant que la quête obsessionnelle de l'égalité des résultats, sous ses dehors bienveillants, pourrait bien cacher le visage d'un léviathan bureaucratique et conformiste, étouffant l'initiative, pénalisant le mérite et, paradoxalement, engendrant de nouvelles formes d'injustice et d'oppression. Oser questionner le dogme de l'égalité des résultats, c'est donc s'aventurer sur un terrain miné, défiant une orthodoxie intellectuelle et morale puissamment ancrée, mais c'est peut-être là une nécessité vitale pour préserver les conditions d'une société véritablement libre et florissante, où la différence n'est pas vue comme une anomalie à corriger, mais comme la source même de sa richesse et de sa vitalité. La question n'est donc pas de savoir si l'égalité est souhaitable, l'égalité devant la loi est un acquis civilisationnel non négociable, mais de déterminer jusqu'où peut aller la poursuite de l'égalité sans dénaturer l'homme et la société elle-même. Où se situe la frontière entre la juste correction des inégalités structurelles et l'ingénierie sociale intrusive qui prétend refaçonner la nature humaine au nom d'un idéal abstrait et potentiellement destructeur ? L'histoire de la pensée occidentale est traversée par cette tension entre différentes conceptions de l'égalité. Si les Lumières et les révolutions libérales ont consacré l'égalité des droits comme fondement de la citoyenneté moderne ou une rupture radicale avec les sociétés d'ordre et de privilèges de l'Ancien Régime, l'idéal proclamé s'est rapidement heurté à la réalité persistante, voire croissante, des inégalités de conditions matérielles et sociales. La Révolution française elle-même, après avoir proclamé l'égalité dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a connu des phases de radicalisation, comme la Terreur, où certains ont tenté d'imposer une égalité plus substantielle par la force, préfigurant les dérives totalitaires ultérieures. Le XIXe siècle a vu l'émergence des critiques socialistes et communistes de la société bourgeoise, dénonçant l'égalité formelle des droits comme une illusion masquant l'exploitation économique et l'inégalité réelle des classes. Pour Marx et ses successeurs, la véritable égalité ne pouvait advenir qu'avec l'abolition de la propriété privée et l'avènement d'une société sans classe, où les moyens de production seraient collectivisés, ou une vision qui, dans ses applications concrètes au XXe siècle, a conduit à des régimes oppressifs et à des famines massives, sacrifiant la liberté et des millions de vies humaines sur l'autel d'une égalité forcée et illusoire. Parallèlement, une tradition plus modérée, social-démocrate ou progressiste libérale, a cherché à concilier liberté et égalité en promouvant l'égalité des chances, l'idée que chacun devrait avoir la possibilité de réussir en fonction de ses talents et de ses efforts, indépendamment de son origine sociale. Cela s'est traduit par le développement de l'éducation publique, des systèmes de protection sociale et des politiques visant à corriger les discriminations. Cependant, au cours des dernières décennies, un glissement sémantique et idéologique majeur semble s'être opéré. Face à la persistance des inégalités de résultats malgré les efforts en faveur de l'égalité des chances, une partie de la gauche intellectuelle et politique a commencé à remettre en cause le concept même d'égalité des chances, le jugeant insuffisant, voire complice du maintien des hiérarchies. L'accent s'est déplacé vers l'égalité des résultats, ou équité, equity, comprise non plus comme une simple égalité de traitement, mais comme la nécessité d'obtenir une représentation proportionnelle et des issues statistiquement similaires pour différents groupes définis par la race, le genre, l'orientation sexuelle, etc. C'est cette évolution récente que la critique conservatrice cible particulièrement, y voyant une dérive dangereuse qui abandonne l'idéal libéral classique au profit d'une logique collectiviste et interventionniste potentiellement illimitée. Cette nouvelle vague égalitariste ne se contente plus de vouloir supprimer les barrières artificielles, elle prétend activement remodeler la société pour garantir des aboutissements égaux,
considérant toute disparité de résultats comme la preuve a priori d'une injustice systémique à démanteler. Souvent par des mesures coercitives comme les quotas, la redistribution massive ou la réécriture des critères de mérite. L'un des mécanismes les plus puissants qui sous-tendent cette poussée vers le nivellement radical est la manière dont cette idéologie parvient à se draper dans les habits de la naturalité ou de l'inéluctabilité morale. Elle ne se présente pas comme un choix politique parmi d'autres, mais comme l'expression ultime de la justice, le seul horizon moralement acceptable pour une société décente. Toute critique ou résistance est immédiatement suspectée d'être motivée par des préjugés inavouables: racisme, sexisme, défense égoïste de privilèges indus. Cette stratégie de disqualification morale est redoutablement efficace pour étouffer le débat rationnel. Elle opère par un glissement sémantique subtil mais constant. Le mot égalité, historiquement associé à l'égalité des droits et des chances, est progressivement redéfini pour signifier exclusivement l'égalité des résultats. Des concepts comme justice sociale ou équité sont instrumentalisés pour promouvoir cette vision spécifique, en l'opposant implicitement à une conception jugée dépassée ou insuffisante de la justice, centrée sur l'individu et le mérite. Ainsi, une politique de quotas ratio dans les admissions universitaires, qui viole le principe d'égalité devant la loi et d'évaluation individuelle, sera présentée non comme une discrimination positive ou négative, selon le point de vue, mais comme une mesure d'équité nécessaire pour corriger des déséquilibres systémiques. De même, la critique des écarts de revenus entre hommes et femmes, souvent attribuée uniquement à la discrimination sexiste sans tenir compte d'autres facteurs, choix de carrière, heures travaillées, interruption de carrière, sert à justifier des interventions législatives visant à imposer une parité salariale artificielle. Cette rhétorique essentialise les groupes et ignore la complexité des facteurs individuels et sociaux qui expliquent les différences de parcours et de réussite. Elle postule que, en l'absence de discrimination, tous les groupes définis selon certains critères, race, genre, etc., devraient être représentés proportionnellement dans toutes les sphères de la société et obtenir des résultats moyens identiques. Toute déviation par rapport à cette norme statistique est alors interprétée comme la preuve irréfutable d'une oppression systémique, justifiant des mesures correctrices radicales. Ce faisant, cette approche ignore non seulement la diversité des talents, des intérêts et des choix individuels au sein même de ces groupes, mais elle crée aussi un climat de suspicion généralisée, où les réalisations individuelles sont dévalorisées au profit d'une logique de représentation collective. L'inégalité des résultats devient ainsi non plus un phénomène complexe aux causes multiples, dont certaines peuvent être injustes et d'autres parfaitement légitimes, mais un péché originel de la société qu'il faudrait expier par une ingénierie sociale permanente. Comment en est-on arrivé à considérer qu'une distribution statistiquement parfaite des groupes dans chaque profession ou niveau de revenus serait l'état naturel ou juste d'une société, alors que l'histoire humaine et l'observation la plus élémentaire montrent une incroyable diversité de talents, de préférences et de cultures qui mènent naturellement à des spécialisations et des concentrations différentes? N'est-ce pas là une forme d'utopie abstraite qui nie la réalité foisonnante de la condition humaine? Cette quête d'égalité des résultats, présentée comme moralement impérative, dissimule souvent mal un autre mécanisme puissant, l'attaque frontale contre le principe même de mérite et d'excellence. Si l'objectif est d'aplanir les différences de résultats, alors les processus qui génèrent ces différences, la compétition, l'évaluation basée sur la performance, la reconnaissance des talents exceptionnels deviennent suspects, voire intrinsèquement injustes. La méritocratie, l'idée que le succès devrait découler du talent et de l'effort, est de plus en plus dénoncée comme une illusion, un mythe servant à légitimer les privilèges des dominants. On affirme que le mérite est une construction sociale arbitraire, que les critères d'évaluation sont biaisés en faveur de certains groupes, ou que les conditions de départ sont si inégales que toute compétition est faussée d'avance. S'il y a une part de vérité dans certaines de ces critiques, nul ne conteste que l'origine sociale influence les opportunités, et que les critères d'évaluation peuvent parfois être améliorés pour être plus objectifs, l'attaque va souvent bien plus loin. Elle vise à démanteler l'idée même qu'il existe des différences objectives de compétences, de talents ou d'efforts qui méritent d'être reconnus et récompensés. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, cela se traduit par une pression pour abaisser les standards académiques, supprimer les examens jugés trop sélectifs, ou introduire des systèmes de notation qui privilégient l'effort ou la participation plutôt que la maîtrise réelle des connaissances. L'objectif affiché est de réduire les écarts de réussite entre élèves de différents groupes socio-économiques ou ethniques, mais le résultat risque d'être un nivellement par le bas généralisé, pénalisant les élèves les plus brillants et les mieux préparés, tout en ne résolvant pas les problèmes de fond des élèves en difficulté. Imaginez un système éducatif où les notes seraient ajustées en fonction de l'appartenance ethnique pour atteindre une distribution équitable des mentions. Très bien. Non seulement cela rendrait les diplômes insignifiants, mais cela détruirait toute incitation à l'excellence et créerait un ressentiment profond chez ceux dont les efforts ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Dans le monde professionnel,
Cette tendance se manifeste par la promotion de politiques de diversité et d'inclusion qui, sous couvert de corriger les déséquilibres, peuvent conduire à privilégier l'appartenance à un groupe plutôt que la compétence individuelle dans les processus de recrutement ou de promotion. Les critères de performance objectifs peuvent être assouplis ou contournés au nom de la représentation. Cela pose non seulement des problèmes d'efficacité et de productivité, mais aussi une question morale fondamentale: est-il juste de pénaliser un individu qualifié au profit d'un autre moins qualifié, simplement en raison de son appartenance à un groupe jugé sous-représenté? Cette logique, poussée à l'extrême, conduit à une société où l'excellence est suspecte, où l'ambition est découragée, et où la norme devient la médiocrité confortable garantie par l'État ou les institutions. C'est une attaque contre l'un des moteurs les plus puissants du progrès humain, le désir de se dépasser, de créer, d'innover, et la reconnaissance sociale qui accompagne ces réalisations. En cherchant à éliminer les sommets, on risque surtout d'abaisser le niveau général. C'est une forme de tall poppy syndrome érigé en politique publique, où les têtes qui dépassent sont systématiquement coupées au nom d'une égalité appauvrissante. N'est-ce pas là une vision profondément pessimiste de la nature humaine, qui préfère l'uniformité grise à la richesse chatoyante des talents et des aspirations diverses? Un troisième mécanisme, intrinsèquement lié au précédent, est l'expansion inexorable du pouvoir bureaucratique et étatique qu'implique la poursuite de l'égalité des résultats. Contrairement à l'égalité devant la loi, qui nécessite principalement un cadre juridique clair et des tribunaux impartiaux pour garantir les droits fondamentaux, l'égalité des résultats exige une intervention constante, intrusive et tentaculaire de l'État, ou d'organismes para-étatiques, dans presque tous les aspects de la vie sociale et économique, pour atteindre des quotas de représentation, pour redistribuer les richesses à l'échelle souhaitée, pour contrôler et corriger les biais systémiques supposés être à l'œuvre partout. Il faut une administration pléthorique, dotée de pouvoirs étendus de surveillance, de réglementation et de sanctions. Cette dynamique a été brillamment anticipée par Alexis de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique. Il mettait en garde contre le risque d'un despotisme doux, une forme de tyrannie démocratique où l'État, sous prétexte de veiller au bien-être de ses citoyens, étendrait son emprise sur tous les détails de leur vie, les réduisant à un troupeau d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger. La recherche de l'égalité matérielle, selon Tocqueville, pouvait conduire les hommes à sacrifier leur liberté pour la sécurité et le confort garantis par un pouvoir tutélaire omnipotent. Aujourd'hui, cette prophétie semble se réaliser sous nos yeux. La mise en œuvre de politiques d'équité nécessite la collecte massive de données sur l'appartenance groupale des individus, la création de commissions chargées de surveiller la conformité des entreprises et des institutions, l'élaboration de réglementations complexes pour encadrer les processus de recrutement, d'admission, de promotion, voire de création artistique ou de discours public. Chaque nouvelle loi, chaque nouvelle norme visant à promouvoir l'égalité des résultats, ajoute une couche supplémentaire de bureaucratie, complexifie les procédures, augmente les coûts de transaction et réduit l'autonomie des acteurs individuels et des organisations. Prenons l'exemple des réglementations environnementales ou des normes de sécurité, bien que souvent nécessaires, leur prolifération peut devenir étouffante, freinant l'innovation et pénalisant les petites structures. De manière analogue, la multiplication des règles et des contrôles au nom de l'équité risque de créer une société sclérosée, où la peur de contrevenir à une norme obscure ou d'être accusé de discrimination paralyse l'initiative et la prise de risque. L'autonomie individuelle et collective s'en trouve directement affectée. Les individus voient leur liberté de choix d'éducation, de carrière, d'association, d'expression, de plus en plus contrainte par des considérations de représentation groupale ou par des directives administratives. Les entreprises et les institutions perdent leur liberté de définir leurs propres critères d'excellence et de sélectionner leurs membres en fonction de ces critères. La responsabilité individuelle est diluée, remplacée par une logique de responsabilité collective et de déterminisme social. C'est une lente érosion de la liberté, non par une oppression brutale, mais par un enchevêtrement croissant de règles, de contrôles et d'incitations bureaucratiques qui façonnent insidieusement les comportements et les mentalités. La question se pose alors, quel est le prix de cette égalité administrée? Sommes-nous prêts à échanger la liberté et la responsabilité individuelle contre la promesse d'une sécurité et d'une égalité garantie par un État-providence omniscient et omnipotent? L'histoire nous enseigne que le pouvoir bureaucratique, une fois établi, a une tendance naturelle à s'étendre et à se perpétuer, souvent bien au-delà de ses objectifs initiaux. Le Léviathan égalitariste, une fois lâché, pourrait-il être maîtrisé? Au-delà des mécanismes idéologiques, politiques et bureaucratiques, il faut oser explorer les ressorts psychologiques profonds qui alimentent l'attrait pour le nivellement radical. Si l'aspiration à la justice est un moteur puissant, d'autres émotions, moins avouables mais tout aussi réelles, jouent un rôle non négligeable. L'envie, ce sentiment douloureux suscité par le bonheur ou les avantages d'autrui,
est sans doute l'une des forces motrices les plus obscures de l'égalitarisme radical. Plutôt que d'admirer le succès et de chercher à l'imiter, l'envie pousse à vouloir rabaisser celui qui réussit, à détruire ce que l'on ne peut posséder soi-même. Comme l'a souligné Helmut Schauck dans son ouvrage L'envie, une théorie de la société, l'envie est un puissant inhibiteur social, décourageant l'excellence et favorisant la conformité médiocre. La rhétorique égalitariste, en présentant les inégalités de succès comme intrinsèquement injustes et résultant de privilèges illégitimes, fournit une justification morale à l'envie. Elle permet de transformer un sentiment personnel et souvent honteux en une indignation vertueuse, dirigée contre les riches, les privilégiés, les méritants, dont le mérite est nié. Cette canalisation politique de l'envie est une stratégie vieille comme le monde, utilisée par les démagogues pour mobiliser les masses contre une élite réelle ou supposée. Le ressentiment, proche de l'envie mais souvent lié à un sentiment d'injustice subie, réel ou imaginé, est une autre émotion puissamment exploitée. La focalisation sur les griefs historiques, sur les identités de groupes victimisés, alimente un ressentiment collectif qui exige réparation et compensation, souvent sous la forme d'un traitement préférentiel ou d'un abaissement des standards pour les groupes considérés comme opprimés, et d'une pénalisation des groupes considérés comme oppresseurs. Cette culture de la victimisation, si elle peut parfois mettre en lumière des injustices réelles, risque aussi de créer une mentalité de dépendance et de revendication permanente, où l'individu se définit moins par ses actions et ses aspirations que par son appartenance à un groupe lésé. Elle peut aussi générer une polarisation sociale extrême, dressant les groupes les uns contre les autres dans une compétition pour le statut de victime la plus méritant. Enfin, il ne faut pas sous-estimer l'attrait psychologique de la sécurité et de la prévisibilité qu'offre une société plus égalitaire, en termes de résultats. Face aux incertitudes de la vie, au risque de l'échec, à la pression de la compétition, l'idée d'un monde où les écarts sont réduits, où chacun est assuré d'un certain niveau de vie indépendamment de ses efforts ou de ses talents, peut sembler rassurante. C'est le choix implicite de la sécurité contre la liberté, du confort prévisible contre l'aventure risquée de l'existence individuelle. Le nivellement radical promet une forme de paix sociale par l'anesthésie des aspirations et l'élimination des sources de friction que sont la différence et l'excellence. Mais cette paix est-elle celle d'une société vivante et dynamique, ou celle d'un cimetière des ambitions ? Est-ce que l'élimination de l'envie et du ressentiment par l'élimination des différences de succès ne conduit pas à une société apathique, privée de ses moteurs de créativité et de progrès ? Reconnaître le rôle de ces émotions n'est pas nier la légitimité de la lutte contre les injustices, mais c'est refuser l'angélisme et comprendre que la quête d'égalité peut aussi être mue par des passions destructrices qui, si elles ne sont pas maîtrisées par la raison et le respect de la liberté individuelle, peuvent conduire à des résultats pires que le mal qu'elles prétendent combattre. Les effets de cette tendance au nivellement radical ne se limitent pas à la sphère politique ou économique, ils imprègnent profondément la culture et les mentalités. On observe une méfiance croissante envers l'élitisme culturel, une remise en cause des canons artistiques et littéraires jugés trop occidentaux, blancs ou masculins. La valeur d'une œuvre tend à être jugée moins sur ses qualités esthétiques intrinsèques que sur sa conformité à des critères idéologiques d'inclusivité et de représentation. Cela peut conduire à une forme d'autocensure chez les créateurs et à un appauvrissement de la production culturelle, qui privilégie le message politique sur l'exploration artistique audacieuse. La langue elle-même est affectée, avec des tentatives d'imposer une écriture inclusive ou de bannir des mots jugés offensants ou excluants, au risque de complexifier la communication et de la vider de sa substance. Dans le débat public, la polarisation et la simplification extrême dominent souvent, alimentées par les algorithmes des réseaux sociaux qui favorisent l'indignation et la confirmation des biais. La nuance, la complexité, le doute sont de moins en moins tolérés. Toute opinion divergente de l'orthodoxie égalitariste est rapidement étiquetée comme haineuse ou réactionnaire, conduisant à des phénomènes de cancel culture où des individus sont ostracisés professionnellement et socialement pour avoir exprimé des idées jugées non conformes. Cette police de la pensée, exercée non seulement par l'État mais aussi par des groupes de pression et des activistes zélés, crée un climat d'intimidation intellectuelle qui étouffe la libre discussion et la recherche de la vérité. Les universités, autrefois bastions de la liberté académique et du débat contradictoire, sont souvent devenues des foyers de cette intolérance, où des professeurs et des étudiants sont réduits au silence ou sanctionnés pour avoir osé questionner les dogmes dominants sur le genre, la race ou l'inégalité. Paradoxalement, cette obsession de l'égalité des résultats pour certains groupes, basée sur l'identité, s'accompagne souvent d'une indifférence, voire d'une hostilité, envers d'autres formes d'inégalité, comme celle basée sur la classe sociale ou l'origine géographique. On peut ainsi voir des élites urbaines très éduquées prôner des politiques d'équité raciale tout en méprisant ouvertement les classes populaires blanches ou les habitants des zones rurales. Cela suggère que l'objectif n'est pas tant une égalité universelle qu'une recomposition des hiérarchies au profit de nouvelles élites morales autoproclamées.
Les connexions avec d'autres domaines sont frappantes. En biologie, on sait que la diversité génétique est essentielle à la résilience des espèces face aux changements environnementaux, une population trop homogène et vulnérable. De même, une société qui cherche à gommer la diversité humaine au nom de l'égalité risque de perdre sa capacité d'adaptation et d'innovation. En technologie, la standardisation excessive peut conduire à des systèmes rigides et fragiles, tandis que l'interopérabilité et la modularité favorisent la robustesse. Une société nivelée ressemble à un système monolithique, incapable de répondre à la complexité du réel. Face à cette marée montante du nivellement radical, quelles stratégies peuvent être envisagées pour préserver la liberté, l'excellence et la richesse de la diversité humaine? Il ne s'agit pas de prôner un retour à un passé idéalisé ou de nier la nécessité de lutter contre les injustices réelles, mais de réaffirmer certains principes fondamentaux et de proposer une vision alternative de la justice sociale, compatible avec la liberté individuelle et la reconnaissance du mérite. Premièrement, il est crucial de réhabiliter et de défendre sans relâche la distinction conceptuelle et morale entre l'égalité devant la loi, ou égalité des droits, et l'égalité des résultats. La première est le fondement d'une société libre et juste, la seconde est une utopie dangereuse qui mène à la tyrannie douce et au nivellement par le bas. Il faut marteler que traiter les individus de manière égale ne signifie pas garantir qu'ils obtiendront des résultats égaux, car les individus sont différents par leurs talents, leurs efforts, leurs choix et leurs chances. L'objectif légitime d'une politique juste est de garantir que chacun puisse développer son potentiel dans un cadre de règles équitables, et non de prédéterminer ou d'égaliser les issues. Deuxièmement, il faut réaffirmer la valeur du mérite, de l'effort et de l'excellence. Cela implique de défendre des systèmes d'évaluation objectifs et transparents dans l'éducation et le monde professionnel, de célébrer les réussites individuelles et collectives, et de résister aux pressions visant à abaisser les standards au nom d'une fausse équité. Promouvoir une véritable égalité des chances nécessite d'investir dans l'éducation de qualité pour tous, de lutter contre les discriminations avérées, et de soutenir les plus défavorisés pour leur permettre de participer à la compétition sur une base plus juste, mais sans renoncer à l'idée même de compétition et de reconnaissance des talents. Il faut encourager une culture de l'aspiration et de l'ambition, plutôt qu'une culture de la victimisation et du ressentiment. Troisièmement, il est impératif de contenir l'expansion du pouvoir bureaucratique et de défendre l'autonomie individuelle et celle des corps intermédiaires, familles, entreprises, associations, communautés locales. Cela passe par la limitation de l'interventionnisme étatique, la simplification des réglementations, la promotion de la responsabilité individuelle et la décentralisation du pouvoir. La vitalité d'une société libre repose sur la capacité des individus et des groupes à s'organiser et à poursuivre leurs propres fins sans être constamment entravés par une administration tatillonne ou des directives idéologiques. Il faut redonner confiance aux citoyens dans leur capacité à gérer leurs propres affaires et à résoudre les problèmes localement, plutôt que d'attendre toutes les solutions d'un État centralisé. Quatrièmement, sur le plan culturel et intellectuel, il est essentiel de défendre la liberté d'expression et le débat ouvert, même sur les sujets les plus sensibles. Il faut résister à l'intimidation de la cancel culture et à la censure exercée au nom de la bien-pensance égalitariste. Les universités, les médias et les institutions culturelles doivent redevenir des lieux de confrontation des idées, où la recherche de la vérité prime sur la conformité idéologique. Cela implique de cultiver la pensée critique, d'accepter la complexité et la nuance, et de refuser les simplifications abusives qui opposent les groupes les uns aux autres. Enfin, il faut proposer une vision positive de la diversité humaine, non pas comme une source de conflits à gérer par des quotas, mais comme une richesse à célébrer. La véritable inclusion ne consiste pas à gommer les différences pour atteindre une uniformité statistique, mais à permettre à chaque individu, avec ses talents et ses particularités uniques, de trouver sa place et de contribuer au bien commun. Une société juste n'est pas une société où tout le monde est pareil, mais une société où chacun est respecté dans sa dignité et sa liberté, et où les multiples facettes de l'humanité peuvent s'épanouir. En conclusion, la critique conservatrice du nivellement radical n'est pas un rejet de l'idéal d'égalité, mais une mise en garde contre sa dénaturation. Elle nous rappelle que la poursuite effrénée d'une égalité des résultats, si séduisante puisse-t-elle paraître sur le papier, recèle des dangers profonds pour la liberté individuelle, la vitalité sociale et le progrès humain. En s'attaquant au mérite, en étendant sans cesse le pouvoir bureaucratique, en exploitant les passions de l'envie et du ressentiment, et en cherchant à imposer une uniformité contre nature, cette idéologie risque de nous conduire non pas vers une société plus juste, mais vers une forme de tyrannie douce, où la sécurité médiocre se paie au prix de l'âme humaine. Le défi est de retrouver un équilibre, de renouer avec une conception de la justice fondée sur l'égalité des droits, la reconnaissance de la diversité des talents et des efforts, et la promotion d'une véritable égalité des chances qui ouvre les portes à tous sans prétendre garantir l'arrivée au même point. Cela exige du courage intellectuel pour questionner les dogmes dominants,
de la lucidité pour discerner les mécanismes cachés à l'œuvre, et une foi renouvelée dans la capacité de l'individu libre et responsable à construire son propre destin et à contribuer à une société dynamique et plurielle. La vraie égalité, celle qui libère et qui élève, n'est pas celle qui nous rend tous identiques, mais celle qui nous permet à tous, dans notre irréductible singularité, de viser les étoiles.